Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, c'est Pierre, je parle tout seul. J'ai essayé d'ouvrir une petite parenthèse de ce qui deviendra peut-être un nouveau format de solo de la chaîne, de la table en formica, où je parle d'un sujet, où je me livre sur un sujet qui compte pour moi et dont j'ai envie de parler assez librement et spontanément. Et ça m'est aujourd'hui l'idée. Je me suis lancé en voyant la vidéo récente d'Artopolis sur Dune où il raconte en fait son rapport avec l'œuvre Dune globale et la manière dont ça a compté pour lui. Et, euh, et ça fait un moment que je songe à faire ça sur le film qui compte le plus pour moi, Incassable de M. Night Shyamalan. Et voilà que j'ai la motivation que j'ai l'impulsion pour le faire. Et donc c'est une vidéo qui sera pas montée, qui est pas vraiment préparée. C'est un flot de pensée, un témoignage de mon rapport à un film qui sera sûrement maladroit, peut-être sûrement bourré d'errance, où je vais chercher mes mots, mais ce sera spontané, ce sera sincère et ce sera sûrement plus un éclairage sur moi et sur mon rapport sur mon rapport au monde et au cinéma que sur le film en lui-même, mais je ressens le besoin de le faire, donc allons-y. Incassable, c'est un film que j'ai rencontré. Ma rencontre avec Incassable s'est faite il y a à peu près 3 ans. J'étais pas vraiment cinéphile. À l'époque, c'était pendant les vacances d'été. Je passais de la classe de première à la classe de terminale. J'étais, je commençais à essayer de gratter sous la surface du cinéma. J'essayais de comprendre ce que voulait dire la mise en scène, mais j'étais peut-être dans un rapport encore trop rationnel, trop cadré, trop codifié. Au cinéma, ça me restait un peu inaccessible d'un point de vue sensible, mais en même temps, j'étais aussi je suis toujours un très gros lecteur de comic books, et, et j'entretiens un rapport je suis assez fasciné par ce qu'on peut faire de la figure du super-héros, euh, en- sous la forme de bande dessinée, mais aussi sous les formes que cette figure peut prendre au cinéma, que je trouvais à l'époque et je trouve encore un peu trop sous-exploité. Et là vient un jour où à la télé passe ce film qui s'appelle Incassable, que je connaissais de nom, mais sur lequel je m'étais pas penché, et je décide de le regarder parce que c'était un film sur le super-héros que j'avais pas vu, et qui avait l'air intéressant par son parti réaliste, et je laisse le film défiler, je le vois, et je me retrouve assez bouleversé à la fin. En fait, je ressens une certaine forme d'épiphanie, un film qui dans son moindre plan, a réussi à me parler, à établir le dialogue avec moi, à tisser un lien émotionnel avec moi, et autant un lien dans l'émotion que dans l'esprit aussi, parce que le premier point qui me frappe avec Incassable, c'est son appel, et avec, par extension, le cinéma de Shyamalan en général que j'ai découvert après, c'est sa dimension très didactique vis-à-vis de la mise en scène, le travail des couleurs, le travail des cadres. Les couleurs ont un sens particulier, évoquent toujours quelque chose. Euh, le vert étant quelque chose de l'ordre représentant une sorte de pouvoir protecteur. Le jaune, une forme de foi protectrice, tout ce genre de choses. Les éléments aussi comme l'eau qui vient aussi qui vient autant marquer une menace qu'une forme de purification dans le et tout ça, les cadres, les mouvements de caméra qui sont toujours tout systématiquement mouvements de caméra équivalaient à un sentiment. Tout ce côté très formellement codifié de Shyamalan, qui se veut en fait didactique, qui se veut être une forme d'apprentissage. Shyamalan, à travers Incassable et à travers tous ses films, cherche à apprendre à voir au spectateur. Et donc, quand je vois Incassable, j'apprends à voir quelque chose, j'apprends à voir, euh, j'apprends à voir des signes, en fait, des signes qui sont, à m'agripper à des signes
qui sont distillés qui sont mis en place par la mise en scène. C'est là aussi que j'ai compris la réelle importance de la mise en scène, l'importance du cadre, l'importance du son aussi, parce que le son est très important dans Incassable. On oublie la musique de James Newton Howard, tout en nuances bien sûr, mais aussi les bruitages, les bruits de la pluie, et le bruit de la pluie m'a beaucoup marqué dans Incassable. Les bruits de la chaise d'Elijah, ce genre de choses, ces détails auxquels on s'accroche, qui créent la vie du film en fait. J'ai aussi, à travers Incassable, j'ai découvert la mise en scène en fait, son importance. Et par ailleurs, j'ai et au-delà de ça, j'ai finalement tissé ça m'a permis de tisser un rapport intellectuel au film qui collait bien à ma personnalité de l'époque. Et au-delà de ça, et j'ai fini, en fait, et j'ai développé une fascination pour ce film. En fait, j'avais envie d'interpréter chaque plan, de m'y accrocher. C'était une sorte d'obsession. Et, et alors, j'étais en terminale. En plus, c'est l'année où je découvrais un peu les cours de philosophie, où j'avais un excellent professeur de philosophie qui laissait beaucoup de liberté à ses élèves pour s'approprier les cours, pour s'approprier les concepts philosophiques qui construisait beaucoup son cours dans l'interaction. Et donc j'ai énormément pris en maturité cette année-là. Et en même temps que la maturité scolaire venait, la maturité artistique venait à travers mon rapport avec Incassable qui est en fait plus Elijah dans le film, le personnage de Samuel L. Jackson dit à David au moment du retournement de situation finale: maintenant que nous savons qui vous êtes, je sais qui je suis. Et en fait, c'est un peu ça que je ressentais face à Incassable, c'est cette sensation que plus je grattais sous la surface du film, plus je retrouvais plus je construisais une espèce de miroir de moi-même et j'acquérais une conscience de qui j'étais, de mon rapport au monde, de mes valeurs, de ma manière de penser. Et en fait, voilà, Shyamalan à travers Incassable m'a appris à, à voir à voir des signes dans ses films et par extension dans le monde, à les lier et finalement à m'en servir pour voir à l'intérieur de moi-même qui j'étais. Et, et puis l'étape suivante, ça a été de découvrir, et puis et moi-même, et en fait, ce geste didactique de Shyamalan m'a tellement marqué que mon prof de philosophie, c'est pour ça que j'ai introduit ces cours aussi, c'est parce que il laissait pas mal de liberté aux étudiants, notamment pour faire librement des exposés volontaires si un sujet se prêtait bien, un sujet du programme s'y prêtait bien, pour les aborder de manière personnelle en fait. Et au moment du chapitre sur l'art, il avait proposé de faire des exposés à l'oral volontaires pour faire des analyses d'œuvres. Et, et j'ai sauté sur l'occasion, moi qui voulais... il faut savoir qu'à l'époque, je voulais être enseignant. Je voulais faire prof de physique-chimie au lycée. Et aujourd'hui, finalement, l'enseignement, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi que je voulais transmettre. Et aujourd'hui, je veux toujours transmettre, je veux juste faire enseignant-chercheur en physique. Mais mon ambition a un peu augmenté. Je veux faire de la recherche aussi, mais l'enseignement, ça a toujours été quelque chose la transmission a toujours été extrêmement importante pour moi. Et j'avais noué un tel rapport intime à Incassable qu'il fallait que je me fasse le passeur de ce film et de ce qu'il m'avait appris à mes camarades de classe. Et il fallait que je me jette à l'eau et que j'en parle. Et donc j'ai choisi, je me suis porté volontaire pour faire cette exposé sur Incassable et ça a été une merveilleuse expérience. Aujourd'hui, si je le refaisais, bien évidemment, l'analyse serait pas la même. J'ai pris en maturité, c'était l'analyse d'un gamin de terminale qui commence un peu à découvrir le cinéma, qui des fois enferme un peu trop le film dans un cadre formel, le laisse pas forcément respirer, le laisse pas forcément vivre, mais le cœur y était, et surtout j'ai réussi à tisser une interaction avec mes camarades de classe, en fait, comme si, après avoir passé un extrait et avoir essayé d'en interpréter la mise en scène,
mes camarades commencent à me poser des questions, à donner leurs propres interprétations, et j'ai eu l'impression d'avoir été utile sur le moment et d'avoir réussi à transmettre quelque chose que ce que le film, la curiosité, l'envie de comprendre et l'envie de tisser un rapport avec la mise en scène qui était né en voyant Incassable, j'ai eu l'impression d'avoir réussi à la transmettre, ne serait-ce que l'espace d'un instant à mes camarades, et d'avoir réussi à moi-même m'employer aux gestes didactiques que Shyamalan avait employé avec moi. Et ça a été fondateur, je pense, dans mon rapport à moi-même et dans ma confiance en moi et dans ma capacité à transmettre. Et puis, et donc après ce merveilleux moment, j'ai fini par, euh, par, par entrer à la fac, en fait, l'année suivante. Nouvelle étape dans ma vie personnelle. Et, euh, et à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser profondément au cinéma, à regarder beaucoup de films, à aller beaucoup au cinéma et à essayer de nouer vraiment un rapport très sensible avec le cinéma et très émotionnel. Parce qu'en fait, en partant dans mes études de fac, je suis parti en double licence physique-chimie. Et donc j'étais enfermé dans un cadre scientifique pur. Et il me fallait quelque chose, un lien avec quelque chose d'autre, un lien avec le monde artistique, avec de la pensée sensible, si je peux dire. Et, et finalement, ça m'a permis de découvrir des œuvres qui m'ont profondément marqué, que ce soit l'œuvre de Léos Carax, de Bruno Dumont, de David Lynch. Ça m'a permis de découvrir Twin Peaks cette année-là, qui, si vous connaissez la chaîne, vous avez vu les noms des formats et vous savez vous comprenez mon rapport et notre rapport avec Michael à Twin Peaks qui a été incroyablement important. Mais et surtout, ça m'a permis de creuser la filmographie de Shyamalan et de découvrir ses autres œuvres. Et j'avais déjà pu découvrir du coup l'année d'avant Split et Glass parce que c'était l'année où sortait Glass en 2019 pendant mon année de terminale. Et d'ailleurs, ça avait participé à entretenir ma fascination pour Incassable, son prolongement à travers Split et Glass. Mais j'ai décidé finalement de creuser l'année suivante la filmographie de Shyamalan, de découvrir l'auteur qu'il était au-delà de l'univers d'un film ou d'une saga. Et ça a été aussi une révélation en fait. Et notamment, j'aime tous les films de Shyamalan, j'aime énormément tous les films de Shyamalan, presque tous. J'ai plus de mal avec... j'ai de l'affection pour tous ces films, non et, on reviendra avec Michael et on construira un dialogue prochainement autour de Shyamalan où on reviendra plus en détail sur sa filmographie, mais en fait, la plus belle porte que la filmographie, le plus beau film de Shyamalan pour moi, pas mon préféré, c'est pas celui avec la maintenant Incassable pour moi c'est devenu un véritable compagnon de route, presque avec lequel j'ai une relation tellement intime que c'est forcément mon Shyamalan préféré, mais pour moi son film qui touche le plus au sublime c'est La jeune fille de l'eau, ou qui m'a permis de comprendre quelque chose, c'est sa candeur en fait, sa candeur assumée m'a permis moi qui ai toujours détesté avec mon esprit très cartésien, j'ai toujours eu un problème avec la notion de foi, l'acte de foi, l'acte de croire dans quelque chose dont on n'a pas de preuve de l'existence. Et Shyamalan m'a réconcilié avec une certaine forme de foi, c'est la foi désacralisée, la foi profane et presque profane et enfantine en fait. Une sorte de foi candide qui est la foi des enfants qui croient dans la fiction. À travers La jeune fille de l'eau, en fait, ça m'a fait renouer avec ça, où en fait c'est cette notion de la foi d'un enfant qui choisit de voir des signes dans tout et n'importe quoi, qui choisit de voir le sens du monde dans les ingrédients d'une boîte de céréales. Et, et là, c'est ce moment. Et pourtant, Shyamalan traite ça avec un sérieux et une sincérité assez extraordinaire. Et en fait, ça m'a fait, j'ai eu ce déclic de me dire que la foi à laquelle je peux souscrire, c'est la foi qui consiste à dire, je sais que c'est faux, je sais que c'est ridicule,
mais peu importe, je choisis de le ressentir comme si c'était vrai. Et donc ça résout le paradoxe épistémique, le paradoxe intellectuel de la connaissance. On ne croit pas. Ça permet de résoudre ce paradoxe et ces tensions qui s'animaient en moi, tout en m'autorisant à réenchanter le monde que je voyais en choisissant de lui donner du sens par le regard et de lui donner un sens, en fait, à travers les signes que Shyamalan m'avait appris à voir. J'ai appris à croire vraiment émotionnellement dans ces signes, même dans ma vie de tous les jours, d'accepter de construire, d'accepter en fait, peu importe à quel point ça peut paraître ridicule et enfantin en fait, et puéril peut-être, d'apprendre d'accepter à tisser mon rapport au monde sur une anecdote, sur une BD, sur un film, peu importe, et de m'accrocher à des choses impures, des choses qui sont pas nécessairement nobles, des choses qui sont même naïves, qui sont très naïves, mais d'apprendre à accepter cette naïveté, de croire dans la fiction, dans le récit que moi-même dans le récit qui me vient en voyant les signes que je choisis de voir, d'accepter d'y croire émotionnellement et de tisser mon rapport au monde dessus, peu importe à quel point ça manque de noblesse et de hauteur, peu importe à quel point les signes que je peux voir peuvent paraître bas, euh, c'est et ou simple ou candide ou naïf, tout ce que vous voulez, ou ridicule. Ouais, ça m'a appris à assumer de pas avoir peur du ridicule dans mon rapport au monde, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé personnellement et qui m'a permis de résoudre pas mal de conflits qui pouvaient me bouffer parfois. Et ça m'a permis de revenir incassable. Et moi qui avais été fasciné par le joyau formel que c'était, ça m'a permis de renouer un contact plus humain avec le film et de voir les rapports humains qui se tissaient dans le film avec ce personnage de David Dunn, notamment à travers le couple de David Dunn que j'avais trouvé assez anecdotique au début. C'était quelque chose qui me parlait pas et finalement, aujourd'hui, l'une des scènes que je trouve les plus belles dans le film, c'est cette scène à la fin du film, après cette nuit cauchemardesque où David Dunn a libéré les enfants du meurtrier de leurs parents et à neutraliser le criminel. Il rentre chez lui, David rentre chez lui, porte sa femme et sur les notes de piano de James Newton Howard, avec la photographie très chaude, très jaune et ce steadicam qui donne l'impression que plus rien ne pèse quoi que ce soit, que tout a été, que le monde est devenu léger et profondément réenchanté. David Dunn ramène sa femme dans leur lit et se blottit dans ses bras et lui dit j'ai fait un mauvais rêve. Et elle le réconforte et finalement c'est ça qui me touche dans Incassable maintenant. Aussi, en plus de la fascination formelle, je suis profondément touché par les rapports humains et cette capacité qu'a Shyamalan à prendre des personnages qui sont qui sont complètement des familles, des communautés qui sont éclatées, dans lesquelles les liens entre les gens sont rompus, et de réenchanter le monde par la croyance, d'arriver à croire dans des signes, d'arriver à croire dans le monde enchanté qu'on peut ressentir en expérimentant un rapport sensible pour recréer des liens entre les gens, des liens dans un couple, des liens dans une famille, des liens père-fils, des liens mère-fils aussi. Le rapport entre la mère d'Elijah et Elijah, pour moi, la plus belle scène du film, c'est le flashback sur Elijah. C'est l'une de mes scènes de cinéma préférées, qui me touche le plus, qui entre le plus en résonance avec moi, mais ces gestes d'une femme qui réconforte son mari, qui est pourtant un grand gaillard, hein, un grand gaillard qui vient de sauver des gosses et qui est littéralement physiquement incassable, qu'elle réconforte après qu'il ait fait un cauchemar, comme si d'un seul coup il acceptait de renouer avec son enfance. Ce lien qui par prolongement se crée entre un père et son fils, qui par un geste, un regard, comprennent, le fils comprend d'un seul coup qu'il avait raison de voir quelque chose d'enchanté dans son père. Et son père qui accepte le regard de son fils et de s'en montrer digne.
tous ces gestes, ces relations qui sont anodines en fait, m'ont profondément touché et ont encore enrichi mon rapport sensible, émotionnel avec le monde, avec mon entourage, avec moi-même. Ça m'a permis d'accepter, d'écouter mes propres émotions aussi, ce que je faisais pas toujours. Ben voilà, ça a été extrêmement important pour moi d'apprendre à croire, en fait. Après avoir appris à voir, j'ai appris à croire dans ce que je voyais me faisait ressentir. En fait, peu importe à quel point ça pouvait sembler ridicule, et à assumer mon rapport sensible au monde. Et, et puis finalement, il y a Incassable, c'est quelque chose qui m'est venu plus tôt quand j'ai pu au fur et à mesure que je prenais en maturité dans mon rapport au cinéma, ça m'est venu un peu plus tard, mais c'est ce rapport au hors-champ qui m'est venu. Le travail du hors-champ chez Shyamalan est extrêmement important, et dans Incassable, d'autant plus, pour moi, Shyamalan arrive à créer quelque chose, son hors-champ dans les plans est toujours très important. Il sous-entend des choses. Enfin, voilà, dans Incassable, on a tous les sous-entendus autour d'Elijah. Qui apparaît comme un mentor et qui finalement est un monstre, mais un monstre qui est accepté d'en être un, qui se construit presque dans un film parallèle, en dehors du film, une sorte de hors-film par prolongation du hors-champ qui se compose dans un plan ou dans une séquence. Shyamalan, pour moi, il est capable de créer des hors-films. Finalement, derrière son ancrage extrêmement formel et formaliste et codifié, il y a une énorme liberté qui se dégage de ses œuvres, parce que dans le hors-champ, parce que derrière ce qui est montré est extrêmement cadré, mais il y a toujours un attachement à ce que ce qui est montré ne reste qu'un ensemble de prises et d'accroches pour que le spectateur puisse se l'approprier et prolonger le monde du film dans son intériorité, en s'appropriant le film. En fait, après avoir appris à voir, on apprend à croire, et finalement on apprend à bâtir, à créer son propre univers. Et, et ça a mimé en fait ma volonté d'émancipation émotionnelle, intellectuelle, et finalement ça m'a aidé à forger mes valeurs j'ai toujours été quelqu'un de très... À la sortie de l'adolescence, je suis devenu je suis passé d'un adolescent un peu amer et pessimiste à quelqu'un de fondamentalement philanthrope et optimiste, mais j'ai ma propre conception de la chose, et de l'optimisme, et de la philanthropie, et finalement, avec Incassable, j'ai appris à reconnaître, en fait, j'ai reconnu ma sensibilité pour un certain type de valeur à travers le personnage d'Elijah Price, qui est cet enfant qui a refusé de grandir, en fait. C'est un enfant qui a accepté d'avoir la maturité d'un adulte, mais qui pourtant a conservé les aspirations, les ambitions, les aspirations et les ambitions d'un gosse, en fait, qui accepte quand il voit un monde enchanté, qui accepte de penser qu'il est possible, mais et qui peut réellement, que l'enchantement de la fiction peut advenir dans la réalité, euh, mais qui a en même temps réussi à acquérir cette maturité d'un adulte qui consiste à réaliser qu'une avancée amène forcément un coût, et finalement le prisme, quand j'ai commencé à penser à Incassable sous le prisme moral, ce qui est finalement j'y ai pensé dès le début, mais je m'y suis attaché que plus récemment, en découvrant toute la filmographie de Shyamalan. J'ai toujours trouvé que derrière son côté extrêmement candide, il y avait toujours un rapport moral aux choses, presque un peu tordu en fait, mais on a souvent des personnages qui soit endurent des souffrances horribles, ou sacrifient les choses, ou font endurer des souffrances, ou font des sacrifices, ou payent des prix. Et on sait jamais vraiment chez Shyamalan mais sans jamais vraiment perdre leur humanité et l'empathie
avec lesquels Shyamalan filme toujours tous ses personnages avec empathie. Et donc finalement, on se retrouve face à des humains profondément complexes et au rapport moral au monde profondément impur, où on ne sait pas trop si finalement, si les méchants le sont vraiment, ou si c'est un autre point de vue, une autre subjectivité, un autre rapport moral au monde acceptable. Et ça m'a toujours beaucoup intéressé parce que, et ça me frappe, parce que j'ai moi-même un rapport au monde un rapport moral au monde parfois assez tordu, ou du moins peu partagé. Je le trouve pas tordu, mais j'admets qu'il est factuellement peu partagé par, en tout cas par mon entourage, qui est d'avoir toujours été un rêveur, c'est pour ça que j'ai toujours été fasciné par la science, par les prouesses technologiques, par l'innovation, par les révolutions sociétales. J'ai toujours pensé que l'homme avait en lui la volonté et la capacité d'accomplir l'impossible et de toujours forcer les barrières et d'abattre les barrières et d'abattre les limites qui s'imposaient à lui de définir en permanence une nouvelle frontière plus haute et plus haute que celle qu'on pensait être la barrière suprême de l'humanité. Et finalement, j'ai toujours pensé que la seule limite de l'homme était son imagination. Et ça a toujours forgé mon rapport moral dans le sens où j'ai toujours été enclin à faire des sacrifices et à accepter des sacrifices qui pourraient sembler moralement difficilement acceptables, on va dire, pour si jamais le pari pour moi valait le coup dans l'élévation globale du monde et de l'humanité et dans la capacité de repousser les limites de ce qu'on pensait possible et c'est en ça c'est en ça que le personnage d'Elijah m'a beaucoup touché et me touche toujours énormément et probablement l'un des personnages auxquels je m'identifie le plus au cinéma et dans la fiction parce que c'est un personnage qui finalement qui accepte de devenir un monstre, qui prend le pari de devenir un monstre, d'accepter d'être un monstre, mais dans l'aspiration de créer un monde transfiguré, un monde où la limite du possible est repoussée. Et, 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 et en fait, c'est quelque chose qui fait dans Incassable avec ces attentats qui portent leurs fruits, en fait, parce que ce que Elijah crée avec ces attentats, finalement, se révèle une forme d'humain supérieur il permet à un homme d'accomplir son potentiel et de devenir une sorte de post-humain, en fait, incassable physiquement, qui n'est plus limité par son corps. Et c'est quelque chose qui se prolonge encore plus dans Glass, où cette fois-ci, Elijah se sacrifie lui-même, accompagné de quelques victimes collatérales, pour devenir une espèce de messie, mais de messie qui, en fait, plus qu'au sens religieux, est un gosse toujours qui prend un pari, en fait, qui prend le pari que chacun a quelque chose en lui qui peut s'éveiller et qui peut se dépasser et qui décide finalement de transformer, de dépasser l'humanité, de permettre à l'humanité de se réinventer en prenant conscience de son potentiel avec son message final. Et c'est un pari comme le film le montre, que c'est potentiellement extrêmement dangereux. Enfin, déjà, il a dû faire des sacrifices, et déjà, mais on voit que les oppositions qui peuvent naître du fait d'avoir des gens qui prennent conscience de leur potentiel et de leur capacité de devenir plus que les hommes qu'ils sont, plus, sociétalement, c'est extrêmement dangereux, mais c'est un pari qui, pour Elijah, vaut le coup d'être pris, pour Shyamalan aussi, qui quand même qui a d'ailleurs dans ses caméos, surtout avec Glass ou Old, tendance à se mettre, enfin dans Glass il s'identifie beaucoup à Elijah, dans Old il se met carrément en scène du côté des méchants, ou des méchants supposés, donc on voit quand même un rapport à une forme de transcendance, de transcendance
de l'humain et de ses possibilités, euh, peu importe, presque peu importe le prix, enfin si le pari en vaut le coup, la capacité à prendre des paris en fait, à prendre des paris à prendre des paris qui peuvent sembler moralement inacceptables, mais à être prêt à accomplir un grand mal, mais en prenant le pari d'atteindre un bien qu'on avait un degré de bien qu'on n'était même pas capable d'imaginer et de le rendre réel surtout. Et c'est quelque chose qui me bouleverse profondément, c'est quelque chose qui est très symptomatique de mes valeurs personnellement, de mon rapport personnel au sacrifice, de mes engagements politiques. Et ça peut se résumer pour moi en une image. En fait, j'ai finalement assez peu parlé de comics, mais pour moi, Shyamalan, mais du coup, pour conclure ce petit témoignage de mon rapport avec Incassable, je vais parler de comics et je vais réemployer une image que j'ai déjà employée quand je parlais de Carax. Euh, en fait, quand j'ai en fait pour moi Shyamalan, voilà, pour moi Shyamalan, en fait, sa plus grande force, c'est d'être capable de d'enfermer le monde dans des petites cases à travers sa mise en scène extrêmement codifiée, mais de laisser vivre chez le spectateur l'espace, les blancs entre les cases. C'est ce que dit Elijah dans Incassable à un moment, que la vraie vie ne rentre pas dans les petites cases qu'on lui a dessinées. Et donc, m'accrocher à Shyamalan, à son œuvre et à la bande dessinée qui m'a beaucoup forgé, ça m'a permis de construire mon propre monde intérieur à partir des émotions que j'avais ressenties dans ces films, de réellement prolonger ça. Et cette optique de prolongation, en fait, ça rejoint énormément mes valeurs, parce que l'une des images qui m'a le plus marqué justement dans une bande dessinée, c'est chez Grant Morrison. Je l'ai déjà évoqué plusieurs fois j'ai déjà évoqué plusieurs fois dans un thème dans Formica. C'est cette image dans le comics Final Crisis de Grant Morrison où Superman est confronté à sa propre tombe et y écrit lui-même son épitaphe. Et comme épitaphe, il choisit à suivre. Et, et on a cette image de la tombe, d'une tombe avec écrit dessus à suivre, qui cristallise parfaitement en fait, mon rapport à l'espérance, si on peut dire, et mon rapport à mes aspirations et à mes ambitions et à mes espoirs pour le monde, pour l'humanité, pour ce qu'on est capable d'accomplir en tant qu'être humain, qui est d'être capable de sacrifier quelque chose, d'être capable de mourir, de sacrifier, mais d'être capable de faire des sacrifices, d'accepter la perte, mais sur la tombe de ce qui a été perdu, d'y écrire à suivre et de transformer une fin en nouveau départ et et finalement d'être capable d'achever un récit et de s'en servir de tremplin pour créer un nouveau récit encore plus grand, encore plus fort et qu'on était incapable d'imaginer, qu'on n'avait même pas songé, qu'on n'avait même pas imaginé en fait, et cette idée de repousser les frontières de l'imaginable, en étant capable d'achever des récits pour s'en servir de tremplin pour en démarrer de nouveau, c'est quelque chose qui est extrêmement qui, qui peut presque résumer l'essentiel de mon rapport au monde. C'est cette image, celle d'une tombe avec écrit à suivre dessus, et qui pourrait d'ailleurs particulièrement bien s'appliquer à Incassable, tant la tombe tant on voit les tombes des, bah, en fait, finalement, à suivre, c'est quelque chose qui pourrait être écrit en épitaphe de toutes les tombes sur des morts, des victimes des attentats d'Elijah, dont les morts et le sacrifice a permis de lancer une histoire encore plus grande, qui est celle d'un nouveau monde, où chacun est capable de se dépasser et où finalement l'humanité elle-même a été capable peut être capable de se redéfinir, de se transformer, de se reconfigurer avec de nouvelles valeurs et de nouvelles aspirations, euh, et dont les frontières ne sont que l'imagination. C'est quelque chose qui est fondateur dans mon rapport au monde. Et je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Incassable. J'espère ne pas avoir été trop. J'ai sûrement commis des maladresses dans mes formulations parce que c'était pas du tout préparé.
un témoignage, comme je le dis, extrêmement spontané, maladroit, où j'ai des errances. Peut-être qu'il y a des choses que je regretterais, des choses qui seront mal interprétées, mais il y aura peut-être aussi des dialogues intéressants qui naîtront avec ceux qui m'auront écouté. Aussi, peut-être que ça permet de comprendre le point de vue que ça permet de comprendre un peu plus mon intériorité et le point de vue d'où je parle quand je parle de cinéma sur cette chaîne. Et donc, bah, je pense que le bon mot pour conclure, pour conclure cette prise de parole, c'est à suivre.